Alors que le président de la République se retrouve en ce moment même à Luanda pour le processus de Luanda qui doit continuer en principe ici en interne avec la Croix qui était en séjour ici en République démocratique du Congo, la thèse du dialogue en interne se conforte. Oui, d'aucuns estiment que politiquement il faudrait que les forces se parlent pour dialoguer en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la situation qui prévaut actuellement en RDC, une thèse qui divise, disons-le comme ça, qui divise l'opposition. Oui, certains estiment qu'il faudrait dialoguer, alors que d'autres persistent et signent pas de dialogue. Alors, est-ce que le FCC voudrait accorder des béquilles à Martin Fayulu dans sa position justement de pouvoir dialoguer politiquement en interne sur cette question pour résoudre la question de la paix en République démocratique du Congo. On va en parler ici sur ce plateau, mais aussi, vous le savez, depuis hier, les élus nationaux ont boycotté cette décision, oui, de prorogation de l'état de siège à Goma, au Nord Kivu plus ou moins, et en Ituri. Eh bien, pourquoi refuser encore une énième prorogation de l'état de siège? Les questions, on va évoquer cela ici et sur ce plateau avec des invités. Nous avons le député provincial, M. Emmanuel Mouandi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons également un ancien élu national, M. Jean-Baptiste Kassekwa, cadre de la MOCA et vice-président de l'ECID. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Toujours très intéressé et vif en ce qui concerne les questions liées à la sécurité. On vous a suivi longtemps au cours de la législature passée. Non seulement intéressé, mais c'est une question qui me touche au plus profond de moi-même. Le Nord Kivu, c'est la terre de mes ancêtres. Tous ces déplacés-là, ce sont mes parents. Goma en détresse, Beni en détresse, l'Ituri, le Sud Kivu. Donc, ce serait anormal que je ne sois pas profondément attristé par l'état de détérioration avancée de la sécurité dans la partie est de notre pays, mais également dans d'autres parties de la République. La situation qui prévaut à Kwamut, dans les Maïndomé, on en parle moins, mais c'est horrible lorsque vous rencontrez les victimes, les déplacés, vous parlez aux amis qui sont sur le terrain, eh bien vous vous rendez compte que la détresse s'étend dans plusieurs provinces de notre pays. Nous aurons également ici sur ce plateau d'autres invités, notamment M. Christian Choukourou, cadre de l'UNC de Vitel Kamere, mais aussi M. Serge Chiban, cadre du PPRD, dont le FCC également. M. Emmanuel, on entre directement dans les vifs du sujet parce que ici, cette question intéresse plus d'un. Ce n'est pas une première action avec les élus nationaux en ce qui concerne la question de la prorogation de l'état de siège. Finalement, vous n'y croyez plus? Merci beaucoup, madame. L'état de siège, comme vous le savez, c'est une mesure exceptionnelle. Ça signifie que les provinces ou les entités qui sont sous état de siège sont dans une gestion extraordinaire. Et malheureusement, ce qui est extraordinaire, lorsque elle prend beaucoup de temps, elle devient comme l'ordinaire. Oui. Et pour ce qui concerne l'état de siège, moi je considère qu'il est déjà vide. Il a été vidé de son contenu. Il n'existe. En réalité, il n'y a pas l'état de siège au Nord Kivu. Parce que comment ça, il n'y a pas d'état de siège? Nous avons le gouverneur militaire, nous avons une gestion qui n'est plus civile avec les gouverneurs, par exemple. Aujourd'hui, les gouverneurs militaires ont pris la place des gouverneurs. Oui. Ça veut dire que la gestion, déjà au quotidien, elle est on ne peut plus différente. Et la cause, c'était justement pour permettre au chef de l'État d'agir directement via les gouverneurs militaires en ce qui concerne les questions sécuritaires. Exactement, c'est la motivation importante d'instituer l'état de siège était sécuritaire. Et lorsqu'on parle de la situation sécuritaire pour le Nord Kivu, on parle des opérations militaires. Mais il vous souviendra que
le gouverneur militaire n'est plus chargé des opérations militaires. Donc, on peut se permettre de dire que le gouverneur militaire, il a des attributions du gouverneur civil. Parce que les attributions, pour ce qui concerne la sécurité, et c'est là où il était attendu, lui ont été ravies. Aujourd'hui, le gouverneur, vous le voyez plus sur le terrain dans les dossiers de développement. Inauguration des routes. Voilà. Et ça déçoit donc la population qui attendait un gouverneur militaire pour la sécurité, mais on le met en place, on lui ravit les attributions. C'est aussi pour les, je vais dire, pour le ridiculiser. Malheureusement, c'est un militaire, il ne peut pas refuser. Mais le gouverneur militaire, comme on le connaît, au Nord Kivu, on le connaît parce qu'il a été au front à plusieurs reprises. C'est un guerrier, mais on lui met comme gouverneur militaire pour nous amener la sécurité, mais après on lui ravit les attributions des opérations, on les rend inutiles et on le met en conflit avec la population qui lui attendait sur le plan des opérations. Et donc, au vrai sens, l'état de siège devait être alors levé. Malheureusement, quand vous dites à quelqu'un de Rutshuru, de Massissi, de lever l'état de siège, pour lui, il va dire que vous êtes simpliste. Parce que ce n'est pas lever l'état de siège qui va amener la sécurité. Mais ce n'est pas aussi maintenir l'état de siège à l'état actuel qui peut nous amener la sécurité, parce que l'état de siège, il est là de façon, je vais dire, protocolaire, mais sur le plan des opérations, des vraies attributions de l'état de siège, rien n'est fait. Mais, Monsieur Jean-Baptiste, si l'état de siège a été vidé de son sens, il y a des textes qui disent, par exemple, que l'état de siège peut être pendant autant de temps. Au cours de l'état de siège, il y a telles opérations. Et on est censé évaluer aujourd'hui. Quelle est l'évaluation qui permet de maintenir l'état de siège? Merci de la question, madame. En réalité, que le gouvernement et le Parlement persistent à proroger l'état de siège, alors que depuis le 29 septembre 2021, j'étais membre de la Commission Défense et Sécurité, l'Assemblée nationale avait adopté la résolution numéro 6, après évaluation de l'état de siège par l'Assemblée nationale du 18 août au 16 septembre 2021. L'Assemblée a donc voté la résolution numéro 6, par laquelle elle a demandé au gouvernement de présenter un plan de sortie de l'état de siège. Ce plan devait être présenté avant le 4 octobre 2021, afin que, au bout d'un mois, ou tout au plus jusqu'à la clôture de la session parlementaire de septembre 2021, que l'état de siège ait été levé. Malheureusement, la législature passée s'est terminée pendant que le gouvernement s'était entêté, refusé de présenter ce plan de sortie de l'état de siège. Les nouveaux élus sont là, la nouvelle législature a commencé, le nouveau gouvernement est là, et les deux institutions continuent à proroger. Un régime qui, disais-je, non seulement a été jugé désuet, inefficace par le Parlement, le gouvernement lui-même a initié plusieurs évaluations. En novembre et décembre 2021, j'ai fait partie d'une délégation des députés, des sénateurs qui accompagnaient l'ancien ministre de la Défense, à Ituri, au Nord Kivu. Et le rapport a été clair que l'état de siège était inefficace. Le premier ministre, actuel président du Sénat, Samalou Kondé, a effectué des descentes au Nord Kivu et à Ituri. Ils sont revenus avec la même conclusion. Félix lui-même a tenu un discours, il a reçu les députés et sénateurs de l'Ituri et du Nord Kivu
au mois de mai 2022. Et il a dit, je reprends sa phrase, que la plus belle femme n'étonne que ce qu'elle a. L'état de siège a montré ses limites et qu'il ne souhaitait pas que l'état de siège aille au-delà du 15 juin 2022. Mais alors pourquoi, après toutes ces déclarations, qu'est-ce qui fait à ce que la situation perdure? Qu'est-ce qui fait à ce que les élus continuent à proroger l'état de siège, justement? Madame, je suis de ceux qui pensent que derrière l'état de siège, il y a un agenda caché. Lequel? Mais j'en viens au fait. Et moi, je l'avais déjà dit par une question orale avec débat, adressée au Premier ministre en date du 10 mai 2021, c'est-à-dire au 4e jour de l'instauration de l'état de siège. J'avais déposé donc une question orale. Parce que il y a eu le temps d'exploiter différents rapports autour de la crise sécuritaire en Ituri au Nord Kivu. Rapports élaborés par aussi bien les élus provinciaux que nationaux de la législature 2007-2011, 2011-2012. Je me rendais compte que l'état de siège n'apportait aucune réponse aux différentes recommandations contenues dans ces différents rapports, que l'état de siège n'apportait aucun correctif aux facteurs ayant toujours été à la base des échecs de multiples opérations militaires lancées en Ituri et au Nord Kivu. Et parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il était prévisible que l'état de siège devait aboutir à un fiasco. J'ai lancé l'alerte déjà le 10 mai. Mais les institutions ont persisté, comme pour dire qu'il y avait un agenda caché. Alors, je présente quelques faits, madame. Oui. D'abord, sur le plan des tueries, dans la zone de Beni, Irumu, Mambasa, parce que lorsque l'état de siège est instauré, c'est dans cette zone que persistent les massacres. Rutshuru, Masisi, Goma sont encore sous le contrôle du pouvoir. L'M23 n'est pas encore là. L'M23 n'apparaît qu'au mois de novembre 2021, c'est-à-dire 6 mois plus tard, après l'instauration de l'état de siège. Mais pour revenir donc à la situation de massacre, avant l'état de siège, madame, le nombre de tués en 2018, selon le baromètre sécuritaire du Kivu, s'élevait à 914 toute l'année, soit 76 personnes massacrées par mois. En 2019, c'était 1070 personnes massacrées, soit 89 personnes tuées par mois. En 2020, avant l'état de siège, le taux est monté à 140 personnes massacrées par mois, soit 1690 l'année. Curieusement, le rapport de monitoring de l'année 2021 et 2022 indique que ce nombre de personnes tuées mensuellement est passé de 140 à 416 tués par mois, tout au long de l'année 2021, tout au long de l'année 2022. Et jusqu'à ce jour, le seul remède que le gouvernement a trouvé, c'est de faire appel à l'armée ougandaise. Et jusqu'à ce jour, l'armée ougandaise a été autorisée à élargir ses opérations jusque dans la ville de Butembo, jusque dans le Mangurujipa, c'est-à-dire même sur le territoire de Lubego. Ça, c'est sur le plan des personnes tuées. Sur le plan du rayon de massacres dans la zone de Beni, avant l'état de siège, le massacre était limité dans ce que l'on appelait le triangle de la mort, la vallée de Mayangos. Aujourd'hui, les massacres se sont étendus sur toutes les 4 entités territoriales du territoire de Beni. Elles se sont étendues sur Irumu, sur Mambasa, et plus loin, même jusqu'à Butembo, vous vous rappelez de ce qui a été mené, opération contre la prison. Alors, maintenant, par rapport à l'intégrité territoriale, l'article 85 dit que l'état de siège est instauré lorsque il pèse sur l'intégrité territoriale une menace grave. Mais au lieu d'endiguer la menace, les complots contre notre pays, bien au contraire, c'est sous l'état de siège que tout Rutshuru échappe au contrôle du pouvoir. Mon frère, il est natif de Bunagana.
Depuis le 13 juin jusqu'à ce jour, il est incapable de fouler ses pieds à Bunagana. Tous les habitants de Bunagana, une grande partie réfugiés à Kampala, une autre sont en train de mourir dans les camps. Ceux qui meurent aujourd'hui dans les camps de déplacés sont plus nombreux que ceux qui meurent sur les lignes de front. Rutshuru échappe au contrôle du pouvoir et il n'y a pas eu élection. Massissi, aujourd'hui, il ne reste que 2 groupements qui restent sous le contrôle du pouvoir. Une grande partie de Nyiragongo, une bonne partie du territoire de Lubero. Ça nous échappe. Et donc notre pays ne compte plus 145 territoires aujourd'hui, c'est 141. Sous l'état de siège. Mais M. Chokoro, venez d'ailleurs de nous rejoindre, bienvenue à vous. Mais au regard de ce tableau brossé par M. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui justifierait la prorogation de l'état de siège à ce jour? Ok, je salue tous les co-débatteurs de ce soir sur ce plateau télévision. L'honorable Kassekwa fait bien son boulot, il est l'opposition, c'est normal. Il est vrai. Il est vrai que lorsque l'état de siège est proclamé, je crois en 2021, il y avait effectivement péril à la sécurité nationale. Il y avait insurrection qui continue jusqu'aujourd'hui. Ce que vous appelez M23, le Rwanda, c'est connu. C'est le Rwanda qui nous a attaqués. Et donc, c'est vrai, dans la gestion de l'état de siège, il y a de faux pas. C'est vrai. Et c'est ici pour moi l'occasion de déplorer le mort qu'on enregistre chaque jour, surtout dans la ville de Goma. Mais il faut avouer que chaque fois que le Rwanda nous a attaqués, Goma est tombé pratiquement 6 semaines ou 8 semaines après. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Goma est toujours congolais. L'opposition aurait voulu que Goma soit dans le même cas que Bunagana et qu'on sort. On comprend. C'est ça le problème aussi de notre pays. On peut avoir divergence de vues, mais je pense que le Congolais doit être formaté. Il doit être changé. Ce n'est pas parce que je ne parle pas le même langage en politique avec vous que du coup, je dois tout faire, régner même le pays, accepter même que le pays soit dans le mets de l'ennemi. Ça, c'est un problème. Il y a eu des concertations qui ont été organisées pour évaluer effectivement cet état de siège. Il s'est avéré effectivement que la grande majorité avait souhaité soit qu'il y ait réqualification de cet état de siège ou carrément s'enlever. Le pouvoir public ou le gouvernement de la République a fait autre chose, a maintenu cet état de siège. Le gouvernement, il y a des informations qu'il ne nous donne pas. Il y a des informations qui ne viennent pas à la place publique. Il sait pourquoi, parce que le député, le couche sociale de la province, de l'Ituri et du Nord Kivu se sont rencontrés au Palais du Peuple suite à l'appel fait par le président de la République. Le fait d'avoir maintenu l'état de siège, on sait pourquoi. Peut-être il y a des informations sécuritaires dont peut-être lui et moi n'avons pas. Mais dire que l'état de siège n'aurait dû pas être proclamé, je pense que quelque part, on se trompe. C'est vrai, en tant que natif du Nord Kivu, je sais que Goma, ça ne va pas, et c'est ici le lieu pour appeler à l'autorité, au président de la République, de donner des instructions fermes pour que s'arrête cette hémorragie. C'est vrai, je pense que ce qui se passe dans la ville de Goma, on peut tout me dire, c'est lié au fait que la ville est devenue une zone opérationnelle et qui fait que donc, avec les combattants qui y sont, parfois on ne sait pas les gérer. Nous l'avions dit aussi, ici sur vos plateaux, qu'il faille que le gouvernement de la République, essentiellement et de manière claire, nous l'avions dit, qu'il puisse prendre en charge ces combattants qui veillent à la sécurité. Mais un militaire, quand il se bat,
Il sait qu'il a son solde, même si c'est insuffisant. Là aussi, nous demandons des efforts, mais les jeunes patriotes n'ont pas à manger, ils n'ont pas. C'est pas pour moi ici Monsieur Choko. Le motif de justifier ce qui se passe, mais il y a aussi sur notre angle que il se pourrait que ce soit une infiltration déjà dans la vie de Goma. Parce que moi, j'ai été à Goma dans les années 98 ou 97 avant l'entrée à l'AFDEL. C'est le même modus operandi du Rwanda. Il crée une situation où il veut opposer la population aux dirigeants pour finalement avoir un boulevard et entrer. Mais justement, en 96, en 97, nous l'avions vécu, et même en 98, quand ces bandits ont pris Goma avec le fameux Rassemblement congolais pour la démocratie. Le bilan est contre vous. Si on doit analyser scientifiquement ou mathématiquement, on voit qu'il y a une nette progression des rebelles pendant l'état de siège, ce qui n'a pas été fait avant l'état de siège, même dans la gestion de ces provinces. Quand vous prenez, comme M. Emmanuel l'a dit, vous prenez un gouverneur militaire et vous l'amputez de son rôle, ses fonctions militaires, vous le rendez carrément passif si c'est le cas. Pourquoi ne remettez-vous pas en place les gouverneurs ordinaires, qu'ils continuent à fonctionner et que l'armée également fasse le travail de son côté? Parce que c'est avec cet état de siège pendant toutes ces années que les rebelles ont progressé jusqu'à la porte de Rwanda, jusqu'à la porte de Goma. Aujourd'hui, il y a même cette insécurité installée en plein ville de Goma, où la question des Wazalendo, des tueries au quotidien, est-ce que toutes ces préoccupations soulevées par la population, c'est forcément l'ennemi qui incite? Non, c'est aussi un ras-le-bol de la population qui se rend compte que finalement, rien n'avance, au contraire, on recule. L'opposition aurait voulu que Goma soit sous emprise de l'ennemi aujourd'hui. Je peux vous rassurer que le gouvernement joue pleinement son rôle, les territoires seront récupérés. Imaginez-vous si Goma était tombé depuis. Quelle position aurions-nous face à ces bandits qui n'ont plus honte de venir se glorifier de ce qui s'est fait, et même leurs parrains, ils ne s'en cachent plus, négocier, dialoguer. Dialoguer avec qui et pourquoi faire? Qu'est-ce que cela va nous apporter maintenant? Aujourd'hui, nous devons résister. C'est la résistance qui va nous délivrer. C'est la résistance qui va nous sauver. Le fait que Goma ne soit pas tombé, je pense que c'est quand même un succès. Et je peux rassurer à ceux qui ont pensé que Goma tomberait que les territoires sont et seront libérés. Si Goma n'est pas encore tombé, Bunagana est tombé, ça fait combien d'années aujourd'hui? Il sera récupéré. Renseignez-vous sur ce qui se passe sur terrain aujourd'hui. Je crois que l'opposition... Le souci, c'est de mettre le pouvoir, affaiblir le pouvoir, en oubliant qu'une fois le pouvoir est affaibli, c'est vous-même qui êtes affaibli avec le pays. Est-ce qu'en ce moment, ce pouvoir-là n'est toujours pas affaibli, quand on récupère déjà plus ou moins 4 territoires où vous n'avez pas eu à organiser les élections, où vous n'avez pas eu à organiser les choses, où vous ne savez même plus comment ça fonctionne de ce côté-là? Est-ce que, n'est-ce pas déjà quelque chose que l'on devrait... en principe, se dire, oui, cherchons à voir les choses autrement? Madame, cette guerre, il ne faut pas penser qu'elle avait été préparée par Kagame en 2-3 mois. Non. Kagame a pris du temps pour préparer cette guerre. Pendant que nous, ici à Kinshasa, on dormait. Mais non, le fait de nous prendre au dépourvu, il pensait faire mal, véritablement. Chose qu'il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, monsieur Emmanuel... Et tout ça, il faut mettre oui. à l'actif de l'état de siège. C'est vrai, nous le disions, et nous le disons encore, qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas dans l'état de siège. Notamment l'affairisme qui a été instauré dans cette affaire. Je suis natif de la province, je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas une raison pour rejeter en bloc tous les effets de cet état de siège. Non. Mais est-ce que M. Emmanuel, est-ce que la population, encore les élus, rejettent en bloc, ou tout simplement que les mots qui se sont installés pendant l'état de siège sont plus nuisibles que ce qui était avant, notamment l'affairisme dont nous dénonce ici? Quand vous avez l'armée, que vous dotez des armes
pour combattre, alors qu'on lui est place, vous ne leur envoyez pas des moyens, et vous mettez l'état de siège, et vous venez encore dénoncer que non, les Wazalendo créent des affaires, les militaires créent des affaires, finalement, c'est vouloir quelque chose de son contraire en même temps. Bon, en fait, aujourd'hui, au Nord Kivu, la majorité de la population réclame la levée de l'état de siège parce qu'elle est vue comme une séquestration de certaines catégories de la population, comme le député, par exemple, provinciaux, qui ont été élus en 2019, mais qui ont été empêchés d'exercer inutilement. Et jusqu'à aujourd'hui, les députés provinciaux n'exercent pas inutilement parce qu'il n'y a pas des effets visibles. Le plus grand problème, pour moi, si aujourd'hui même les opérations de grande envergure sont lancées, des opérations sérieuses sont lancées, je suis convaincu que tous ceux qui réclament la levée de l'état de siège peuvent se taire et accompagner ces opérations-là. Le comble, c'est quoi? Ce qui fâche, c'est quoi? C'est qu'on dit, nous sommes dans l'état de siège, mais en réalité, nous sommes dans l'administration civile. L'état de siège, comme je l'ai dit au départ, c'est une gouvernance particulière et qui permet de séquestrer les droits de certains. C'est pour cette raison que cette période doit être courte. Mais si on se permet de séquestrer les gens pendant une longue période, alors que les résultats ne sont pas visibles, on donne donc les béquilles à l'ennemi, parce que l'ennemi, il a une armée numérique qui ne fait que recenser les faiblesses et s'appuyer sur ces faiblesses-là pour pouvoir s'attirer la majorité de la population dans son camp. Et c'est ce que, aujourd'hui, les agresseurs font, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont séquestrés, il y a des gens qui veulent être des gouverneurs, et tous ces gens, si on leur amène ce discours ici, conformément aux réalités qui sont là, ils vont mordre et ils vont nous aider à déstabiliser, même sur le plan psychologique, le pouvoir. Et donc, pour moi, le président de la République, d'abord, décréter l'état de siège, pour lui, c'était un signe de bonne foi pour pouvoir chercher à amener la sécurité. Mais, je crois pour moi que son entourage lui avait seulement induit en erreur. Parce que c'est une mesure extrême. Il est vrai qu'à ce moment-là, l'administration civile n'était pas à la hauteur, mais ce n'est pas qu'il fallait aller à l'extrême. Il y avait d'autres mesures à prendre pour pouvoir corriger les déviations, la mauvaise gestion à la province, mais pas aller à l'extrême et pour ne rien faire. Lorsqu'on a décrété l'état de siège, on a seulement amené le gouverneur militaire à ce moment-là. Quelques 2-3 mois après, c'est là où on a nommé encore les administrateurs du territoire militaires et les maires policiers. Mais les hommes de troupes, ils sont restés les mêmes. L'armement est resté le même. Donc, on a seulement changé 2, 3, 4, 3, 5 personnes, mais des mesures concrètes n'avaient pas été prises. C'était seulement un état de siège théorique. Et aujourd'hui, si on réclame la levée, plusieurs personnes réclament la levée, pour moi, cette levée, si elle est aussi théorique, sans prendre des mesures concrètes par rapport à la sécurité, pour nous, ça ne signifie pas grand-chose. Mais alors, quelles doivent être les mesures concrètes pour montrer justement l'efficacité de l'état de siège? Je l'ai dit au départ, si aujourd'hui le gouvernement décide de lancer des opérations de grande envergure, tous ceux qui réclament la levée de l'état de siège, ils vont se taire. Si à Beni, on lance les opérations sérieuses, si à Massissi, à Rutshuru, on lance des opérations sérieuses, je ne vois personne qui va dire lever l'état de siège alors qu'il est en train de suivre comment les avions de chasse sont en marche, les militaires sont au front. Personne ne va dire lever l'état de siège. Mais
tout le monde se dit l'état de siège, c'est une escroquerie parce qu'on la maintient inutilement et le gouverneur qui devait être dans les opérations, l'état-major général ici lui ravit les opérations par un message officiel qui viole l'ordonnance du président de la République et le président s'était et des sanctions ne sont pas prises. Un mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, le gouverneur est rendu civil. Alors que, on le sait tous, le gouverneur militaire, le peu de temps, le gouverneur actuel, le peu de temps qu'on lui a laissé les opérations, il a fait un bon travail. Mais après, lorsqu'il fait un travail, je crois que les lobbies s'agitent, les lobbies de l'agresseur au sein du pouvoir, au sein du commandement militaire s'agitent. Il faut tout asphyxier, il faut tout paralyser, jusqu'à ce que la population va réclamer le départ du pouvoir. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. La population est en colère. Elle se dit, pourquoi nous pouvons être ligotés pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, sans qu'aucun travail de fond ne soit fait. Mais quel serait justement, on va conclure avec ce sujet, quel serait à ce jour, parce que les élus, bien que les élus de l'Est, bien qu'ils aient boycotté cela, mais ça a été voté, la prorogation, ça continue, mais avec quel contenu? Avec quel contenu nouveau? C'est là que je soutiens le propos de mon frère Emmanuel, qu'en réalité, l'état de siège, c'est l'une des plus grandes escroqueries politiques à place. Madame, il y a eu un télégramme en juillet 2022 retirant du gouverneur, l'ancien général Constant Ndima, la conduite des opérations jusqu'à son départ en 2023, fin août. Le nouveau arrive, Peter Chirimwami, il entreprend des initiatives courageuses. Nous voyons la route Goma-Saki-Mouchaki dégagée, la route Goma-Kiloli-Kichanga dégagée, et tout d'un coup, on décrète une trêve. Je suis de ceux qui ont lancé une trêve, l'alerte, pour dire cette trêve, alors que les Ouazaleno et l'armée ont le vent en poupe contre l'ennemi, nous rappelle le scénario de la défaite volontaire de Mouchaki le 10 décembre 2007. Nous avons connu une défaite horrible. C'était pour nous préparer psychologiquement à accepter ce que l'on a appelé la conférence de Goma. Et j'ai alerté pour dire, cette trêve, alors que l'armée était en train de vouloir contrôler déjà les montagnes de Bouiza, était sur le point de descendre vers Tongo, et nous espérions que Kalengera, Rubare, Kiwanja allaient être libérés dans les jours qui suivent. Tout d'un coup, trêve. Nous avons alerté. Qu'est-ce qui est arrivé? Et on a vu, on a assisté à un retournement des situations, au point qu'aujourd'hui, toutes les montagnes autour de Sake sont occupées par l'ennemi. Toutes les routes, même la dernière route qui nous restait, Goma, Chacha, Minova, impraticable. Et donc, en fait, contrairement à ce que mon frère Choukourou pense, et c'est là le mensonge qu'il faut dénoncer. Kinshasa fait croire à l'ensemble de l'opinion publique que parce que l'ennemi n'est pas entré dans Goma, eh bien, nous avons les comptons, nous avons les déçus. Mais mon frère Choukourou, quelle est la situation de Goma aujourd'hui? Tu le dis si bien. Toutes les routes, on ne laisse à la population de Goma que le seul lac qui vaut. Mais toutes les 4 routes d'alimentation, d'approvisionnement de Goma, occupées. Et même si aujourd'hui il arrivait une attaque sur la ville de Goma, eh bien je ne sais pas comment cela va se présenter. Et Goma n'est pas épargné. L'une des raisons, de mon point de vue, c'est que l'ennemi, le Rwanda, a tiré une leçon de la mobilisation populaire qui s'est manifestée dans toutes les villes de la RDC lorsque le 20 novembre, le Rwanda a pris le contrôle de la ville de Goma. En fait, l'opinion publique congolaise a une maladie. Tant que ce n'est pas une grande ville qui tombe, on ne se mobilise pas. On peut dire qu'on a tué 270 personnes à Kishiché. Tant que Goma n'est pas tombé, et tant que sauté. On peut dire qu'on a massacré à Kanyangiri 80 personnes. On a détruit Kichanga. Kichanga a été l'objet d'attaques à plus de 4 reprises.
pour le pouvoir, et je suivais l'ancien ministre des Affaires étrangères qui disait si une seule bombe tombe sur Goma, nous allons réagir. Mais Nyanzale peut tomber, Kibiri, Ziruindi peuvent tomber, ça ne nous fait aucun problème. Miriki, Luofu, Kanyabayonga, Kirumba, Kassé et Matembe peuvent tomber à 3 jours. À 3 jours. Le pouvoir dit le territoire est protégé. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de se renforcer avec comme cible Massissi Centre, avec comme cible Walikale, le territoire de Walikale. Nous apprenons Terrafor sur les lignes de Matembe, avec comme cible Butembo. Et Choukuru dit, tant qu'on dort tranquillement à Goma et Talibi sauté. Monsieur Chokoro, justement, puisqu'on parle, on va conclure justement avec ce dossier de l'état de siège. Quelles seraient aujourd'hui les attentes de cette partie de la République démocratique du Congo qui est sous contrôle des rebelles? Madame, avant de répondre à votre question, je m'aimerais quand même souligner sur ces plateaux que les opérations militaires sur terrain sont coordonnées par l'état-major général des forces armées. Et lorsque, après évaluation, l'état-major général estime qu'il faut des changements à tel endroit ou à un tel autre, ce n'est pas, finalement, au Congo, c'est tout le monde qui devient commandant des opérations. Mais lorsque ça ne marche pas également, lorsque l'on change, c'est vrai que le territoire... Mais lorsque l'on sent que les résultats ne sont pas bons, c'est vrai, pas parce que vous n'êtes pas du domaine que vous n'allez pas dire que ça ne va pas. Avance ici comme argument que de villages 3-4 tombent. Du coup, il faut plutôt se dire pourquoi ça tombe au même moment. Ça veut dire que les systèmes tels qu'il était, nous l'avions, le pouvoir actuel l'a hérité pourri. Une histoire qui a été pourrie depuis 18 ans. Ne venez pas me dire que c'est en 2-3 ans que vous pouvez extraire cela. Il faut y aller méthodiquement et avec toutes les sensibilités qu'il y a autour de ces questions. Quand on se dit qu'on a, il l'a dit si bien, quelqu'un l'a dit sur vos plateaux, que au sein de l'armée, il y a des tops qui empêchent à ce que nos performances sur terrain puissent se perpétuer et se maintenir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas en 2 ans que vous pouvez extirper cela dans les systèmes. Il y a un grand travail à faire. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que même si c'était un point lors de concertation autour de cette question bien précise, il faut revoir les choses. Il faut requalifier cet état de siège pour évaluer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et trouver des mesures de coercition. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, le Ouazalais nous convenait d'avoir, c'est vrai, l'honorable dit qu'on a enregistré de succès spectaculaires sur terrain. Mais la question, pourquoi ça n'a pas duré? Pourquoi ça n'a pas duré? Parce qu'effectivement, il fallait trouver des mécanismes pour concilier les approches. Vous avez d'une part des jeunes gens qui ont, c'est vrai, l'âme du Congo et qui acceptent de donner leur vie pour leur terre natale, mais qui n'ont aucun fondement ou base de formation en la matière. Il lui fallut du temps, mais aussi les consignes opérationnelles. Tout cela, il fallait y travailler. Et je crois que le gouvernement et les forces armées de la République sont en train de travailler pour concilier le tout. L'essentiel étant de préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Et je crois en notre armée, je crois en son commandant suprême, je crois que les erreurs que nous avions connues dans le passé vont lui servir, lui en tant que commandant suprême, des leçons, et nos forces armées des leçons pour que finalement les lignes puissent bouger.
C'est vrai, nous avons des souffrances à Goma, nous avons des familles et des familles qui sont dans des cas de déplacés. Vous avez des députés, évidemment, qui ont été reconduits. Je comprends les combats. L'état des sièges, le combat de l'état des sièges a pris une autre tournure. L'honorable dit c'est parce qu'il n'est pas payé, il ne fonctionne pas normalement. On comprend la motivation. Non, c'est entre autres cela. Parce que comment voulez-vous, quelqu'un qui a battu campagne, qui a été élu, on lui demande des pas exercés. Quelqu'un qui a été élu gouverneur, vous l'amputez, il n'est plus gouverneur. On prend quelqu'un d'autre qui va devenir gouverneur militaire. Entre-temps, leur sœur aussi n'est pas connue. Et la situation persiste. Objectivement, ce n'est pas parce que... Et continue à persister. C'est entre autres. C'est là sous-entend que si, dans cet état de siège, il était payé comme il se doit ou qu'il opérait, et même avec les résultats qu'il décrit ici, on laisserait passer les choses. Mais évidemment, si ils peuvent accepter cette critique, ils peuvent accepter ce sacrifice lorsque les questions sécuritaires sont par exemple résolues. À quoi vaut leur sacrifice si les résultats, il n'y en a pas? Critiquons objectivement. Vous les sacrifiez doublement? Critiquons objectivement les choses. Nous serons tous bénéficiaires de résultats de nos critiques au lieu de tout noircir. Ce n'est pas bon. Aidons le président de la République qui a montré la bonne foi et la volonté pour venir à bout ce que nous connaissons à l'Est. Et je crois que ça ira. Qui voudrait à ce qu'on négocie d'une manière alambiquée et que 3 ans après, Kagame revienne? Le problème que les Congolais ne savent pas, c'est que Kagame, même si vous lui amenez les deniers FDLR, il n'appliquera pas. C'est un plan de longue date concocté pour piller nos matières premières. Justement, mettons-nous ensemble. On en vient justement à cette question. Mettons-nous ensemble pour venir à bout ces visées de Kagame et tout ce qui l'utilise en Occident, l'Union européenne notamment, et les anglo-saxons. Mais puisque justement on parle du processus de paix, au-delà de tout, le président de la République est encore en Angola pour tenter continuer le processus de Luanda, mais entre autres, ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions, il y a l'opposition également qui montre une autre position. Aujourd'hui, Martin Fayulu, très connu avec son radicalisme, se dit ouvert au dialogue. Ouvert au dialogue en interne. Une des thèses évoquées également pour résoudre la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Résoudre aujourd'hui cette question du dialogue en interne. Ce qui divise carrément, il faudra le dire, l'opposition qui, d'aucuns estiment, c'est cette partie-là qu'il ne faudrait même pas penser, le PPRD entre autres, le FCC. Aujourd'hui, le dialogue en interne, est-ce une réelle, je dirais, solution, véritable solution pour résoudre cette question de la crise sécuritaire? Alors, si on va en revenir vers vous. Parce que l'idée vient de nous. J'aurais aimé que, si tu le permets... Que vous puissiez commencer. Oui, pour clarifier quel est le fond de notre pensée. On vous écoute. Je suis le premier vice-président de l'ECD et c'est notre président Martin Fayulu qui a lancé l'appel sur demande du Conseil national de notre parti, Conseil national qui s'est tenu du 2 au 5 mars de cette année. Quelle est notre préoccupation? Notre préoccupation réside autour de deux menaces, de deux grandes menaces. La première, c'est l'avancée de l'agression contre notre pays. Et avec le verrou de Rwindi Kibirizi Nyanzali qui a sauté au mois de mars, le verrou de Kanyabayonga qui a sauté au mois de mai, et l'ennemi qui va jusque dans la partie sud de Lubero, nous disons, si par malheur un nouveau verrou saute, l'agresseur va se retrouver dans une position similaire à celle de 98-2003, la position du RCD. Et le Rwanda, derrière ces créatures, M23, AFC, autres, vont imposer des choses inacceptables à notre pays. Et la menace de balkanisation sera de plus en plus grave. Alors quel est l'avantage de dialoguer dans ce cas en interne? Deuxième menace, c'est que de frustre la désunion nationale est tellement forte. Or, dit la Bible,
un royaume divisé ne peut jamais survivre. Depuis les hold-up électoraux de 2019, il y a une frange de la population qui s'est sentie frustrée. Depuis les simulacres d'élections de 2023, depuis que l'état de siège est instauré, depuis des scandales de mauvaise gouvernance, il y a de plus en plus de Congolais qui regardent à distance comme si les affaires du pays, la menace contre l'intégrité du territoire ne les concerne plus, de sorte que il y a même une division autour de la qualification de la guerre. J'ai même entendu certains qualifier cette agression d'une application de l'article 64. Mais quel est l'avantage justement de l'avantage, c'est du dialogue? Pour nous, c'est qu'il faut travailler et reconstruire la cohésion nationale. Parce que en 2004, lorsque l'ennemi a pris le contrôle de Bukavu, ce n'est pas l'armée qui a poussé le Rwanda à se retirer de notre territoire. C'est la mobilisation populaire des Congolais. Le 20 novembre 2012, c'est à nouveau la mobilisation populaire. On a vu des églises, on a vu des forces politiques s'élancer dans un front diplomatique commun et des partenaires extérieurs ont été amenés à adopter des sanctions économiques, des sanctions financières contre le Rwanda. Aujourd'hui, aucun pays n'a adopté des sanctions financières contre le Rwanda. C'est dire que, et sur le front diplomatique, parce que nous ne sommes pas unis, ce front-là n'apporte pas de résultats. Et sur le front de la mobilisation populaire, l'ennemi progresse, mais les Congolais restent passifs. Est-ce pas la transition tant voulue par Martin Fayoulou qui se cache derrière? C'est la question du dialogue. Martin Fayoulou, en 2016, il a refusé même les tentations de le débaucher pour être Premier ministre. Vous avez des preuves, les gens du FCC sont venus le voir. 2016, c'est pas 2024, les 2021, Martin Fayoulou a refusé d'aller participer à la mangeoire de l'Union sacrée. Ce que nous demandons, c'est que sous la conduite de nos pères de l'Église, SCC 5, qu'il y ait une table ronde autour du thème, nous l'avons dit, vérité, réconciliation, cohésion nationale. Monsieur Emmanuel, je reviens vers vous. Justement, cette table ronde, en quoi est-ce différent de toutes les négociations qu'ont fait Joseph Kabila, les dialogues ouvertement? Est-ce que ce n'est pas une forme de transition que voudrait carrément l'opposition, ou du moins l'aile Martin Fayoulou? Oh, merci beaucoup, madame. Bon, je remercie le co-débatteur, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Il a parlé de deux préoccupations, de deux grandes menaces qui motivent les idées, la Mouka, les idées de pouvoir exiger ou demander qu'il y ait dialogue. Et la première, pour lui, c'est l'avancée vertigineuse de l'agresseur sur le terrain de combat, avec risque de se retrouver demain ici à Kinshasa. Mais quand on dit ça, les Kinois pensent que c'est de la blague, alors que l'AFDELA était ici dans moins d'une année. Et c'est le même Rwanda, c'est le même l'Ouganda. Ce sont les mêmes pays. Et leur soif ne sera pas assouvie si on ne se lève pas. La deuxième menace, c'est la désunion interne depuis les élections de décembre 2023. Pour moi, je crois que le grand problème, c'est que plusieurs Congolais ne portent pas le Congo en eux. Et est-ce un problème de Congolais ou des politiques? Plusieurs politiques? Vous, les politiques, vous ne portez pas le Congo. Quand vous parlez dialogue, vous sous-entendez partage de pouvoir. Quand vous parlez dialogue, vous sous-entendez transition. Et dans cette transition-là, la part de la population en soi n'y est pas. C'est la grande question aujourd'hui. Disons-le clairement, c'est les politiques qui n'aiment pas le Congo. Les politiques sont en grande partie l'émanation de la population. Je voudrais donc dire, les grands problèmes, c'est est-ce que les Congolais, est-ce que l'opposition, les opposants portent le Congo en eux? Parce que pour moi, les Wazalendo de chez moi,
à Rutshuru, de Masisi, Walikale, ils n'ont pas attendu le dialogue pour se sacrifier, pour se battre et sauver le Congo, sauver la RDC. Ils sont en train de donner leur sang. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas réclamé qu'on leur donne le ministère. D'ailleurs, si vous voyez beaucoup d'entités à Rutshuru, Masisi, il n'y a peut-être aucun ministre au gouvernement. Il n'y a aucun mandataire des entreprises. Mais ils se battent chaque jour, ils meurent chaque jour. Et comme l'a dit le co-débatteur Choukuru, les Wazalendo ne sont pas payés. Ils ont des enfants comme les militaires, comme les enseignants, comme les ministres. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Pendant la guerre, on ne va pas au champ. Donc, ils vivent dans les conditions misérables, mais ils se sacrifient sans demander au président, donnez-nous un ministère, donnez-nous une entreprise, où on doit d'abord dialoguer pour se battre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous apprenons que des personnes sont en train d'aller en Angola et dans tous les pays pour parler au nom de cette population meurtrie, mais sans l'associer. C'est Wazalendo qui se battent nuit et jour. Il se pourrait que l'on passe derrière leur dos pour aller dialoguer peut-être contre eux. Donc, la population congolaise, ceux qui sont conscients, ne demandent pas d'abord le dialogue. Ils se mettent au travail. Le dialogue vient lorsqu'on voit ceux qui sont dans le travail. Mais ils vont se mettre ensemble comment? Je voudrais donc dire, nous avons déjà connu plusieurs dialogues. Mais nous avons remarqué que la finalité, c'est le partage. Chacun cherche à se retrouver à la table. Ce n'est même pas mauvais parce que le Congo nous appartient tous. Mais, si on peut se dire, pour que nous puissions sensibiliser la population, il y a des conditions. Nous devons d'abord dialoguer pour sensibiliser la population. Pour moi, je crois que c'est un signe de manque de patriotisme. Pour que nous sensibilisons la population à être mobilisée contre les agresseurs, nous devons d'abord dialoguer. Et j'ai suivi le FCC, notamment le monsieur Chadari, qui dit, non, vous demandez que nous puissions dialoguer, mais dialoguer d'abord avec ceux qui sont en train de prendre le territoire. Donc pour eux, ils peuvent même participer au dialogue, selon mon interprétation, pourvu que leurs messieurs qui sont en train de récupérer le territoire puissent aussi être associés. Parce qu'en fait, la guerre qu'il y a aujourd'hui, ça devient, pour certains sont en mesure d'accompagner cette guerre, de contribuer à l'avancement de cette guerre contre la RDC, espérant que c'est une brèche de dialogue. Et c'est malheureusement les habitudes des Congolais. Et les agresseurs nous connaissent comme ça. C'est comme ça qu'ils nous tendent de petits pièges. Mais et nous finissons par y tomber contre notre République. Monsieur Emmanuel, disons-le, au regard des résultats publiés par la centrale électorale, on dira que la majorité de la population, plus de 70%, soutient le président de la République. C'est ça la logique. Ça veut dire que vous avez plus de 70% qui vous soutiennent de la population. Mais vous vous plaignez des 30, 20 et quelques pourcents, qui sont d'ailleurs divisés aujourd'hui. Si Martin Fayulu est d'accord, il y a encore Ensemble qui devra parler, ou encore le PPRD, donc à quasi plus ou moins 10-15% de la couche de la population dans son entièreté. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas reconnaître que la crise en interne est profonde et qu'il y a lieu d'appeler à cette cohésion nationale? Et que cette cohésion nationale, disons-le clairement, c'est la politique. Vous êtes en politique et les choses se négocient politiquement. Pourquoi tenter de diaboliser les autres, pensant qu'ils veulent le pouvoir, alors que le jeu politique veut que ça puisse passer dans ce sens-là? Merci beaucoup, madame. Je devais commencer par féliciter certains opposants quand même. Il y a des opposants qui manifestent quand même le souci de pouvoir contribuer à la restauration de la paix. Il y en a. Mais il y a d'autres qui s'en fichent, qui se disent non, qu'on prenne le territoire, comme ça on aura une matière, on aura une brèche pour négocier. Et
le grand problème, c'est lequel? C'est que quand vous dites à l'interne, vous sous-entendez aussi Nanga, parce que Nanga, c'est l'ancien président de la CENI. L'ancien président de la CENI qui est allé en rébellion. Qui est maintenant rebelle. C'est aussi un Congolais. On parle des politiques qui sont encore actifs ici au pays. On ne parle pas de ceux qui ont pris le chemin de la rébellion. C'est différent. Non, ce n'est pas différent. Parce que ceux qui sont vous avez suivi beaucoup de discours. Vous avez suivi des discours qui soutenaient, même indirectement, Nanga, et vous suivez 2 jours après, certains de leurs cadres sont déjà à Rutshuru pour accompagner Nanga. Et donc, ce n'est pas très différent. Ce n'est pas très différent parce que Nanga, s'il fait ce qu'il fait à Rutshuru, il y a ses représentants dans plusieurs provinces. Mais cela n'empêche. Et donc, moi, je crois que le président Fayoulou, le président, l'autre de Kindu, Matatampogno et les autres qui sont des opposants. Et ensemble, Moïse Katumbi et... S'ils ont des propositions à faire, ils peuvent le faire, comme des Congolais. Ils donnent des propositions à la République, au président. Martin Fayoulou l'a donné en 2000, depuis mars, je crois, non? Alors aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Écoute, vous l'avez traité de radicaliste, vous avez traité Moïse Katumbi de borderline et Joseph Kabila dans la rébellion. Est-ce que vous pensez que ce ne sont pas, les appelés sur table va changer leur nature? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement... Sans qu'ils aient... Pour eux, c'est le partage du pouvoir. Ce n'est pas la population. Pour la plupart, c'est le partage du pouvoir et pas la population. Pour moi, comme je l'ai dit, les Wazalendo, pour aller se battre, ils ne demandent pas le dialogue. Et ils ne demandent pas d'être ministre. Sensibiliser la population, nous le faisons chaque jour. Je sais que l'honorable Kaseko le fait chaque jour. Nous devons sensibiliser toute la population. Et pour cela, pour le faire, nous n'allons pas poser des conditions. Pour que nous puissions sensibiliser tout le monde à se mobiliser, nous devons d'abord dialoguer. Pour moi, dialoguer, c'est la vie de tous les jours, mais ça ne doit pas être une condition pour travailler afin que son pays puisse gagner une guerre qui guette toute la République démocratique du Congo. Monsieur Christian Chokoro, la question du dialogue aujourd'hui, on l'avait évoqué, je crois, dans une ou 2 autres émissions précédemment, la question revient sur la table. Martin Fayoulou est clair, il parle du dialogue aujourd'hui. Il a dit à la Croix, parce que justement c'était un processus où l'on devait écouter toutes les forces en présence politique ou encore forces vives. On se dit, est-ce que c'est la voie idéale aujourd'hui pour dialoguer? Non. Non. C'est quoi le format de ces dialogues? C'est pour aboutir à quoi? C'est pour chambouler l'ordre constitutionnel? Ça, c'est un coup d'État contre la démocratie. Madame, je me pose la question si Faye, avec ses habitudes des fâchés précédents que nous avions érigés, ou quelqu'un qui n'a pas été élu, par la magie du dialogue, il se trouve à un poste de responsabilité, annulons les élections dans ces pays, changeons la constitution. Non, aujourd'hui, j'ai dit merci à l'honorable Emmanuel. Les Wazalendo, mes frères, qui se battent et qui met à mal l'ennemi, n'a pas attendu le dialogue pour ça. Pour s'ériger en obstacle contre l'agresseur, avec tout le temps que ça peut prendre, ça m'étonne qu'on me dise de politique qu'il faut dialoguer pour la mobilisation populaire. Non. Non. Annulons les élections dans ces pays. Parce que c'est devenu quelque chose comme un arrangement. Quand quelqu'un n'est pas au pouvoir, il doit manigancer des choses pour se retrouver. Certains vont manger avec le diable en envoyant des pions et puis ils disent qu'ils ont créé l'AFC. Pourquoi ils s'opposent au dialogue? Parce qu'ils savent qu'avec ou sans dialogue, s'il y aura un autre dialogue, si leur poulet gagne du terrain. Maintenant, Fayoulou se regarde, il dit, mais s'il y a dialogue, parce qu'ils ont envoyé des poulets à Kanyabayonga là-bas, ou à Bunagana, moi je ne me retrouve pas. Dialogue. Dialogue, mais pour aboutir à quoi? Pour avoir quoi? Moi je pense, moi je suis mobilisé,
je n'ai pas attendu les dialogues pour me battre aux côtés du commandant suprême contre l'agresseur de notre pays. Parce que j'en sais, j'en connais les enjeux. Ce qui m'étonne, c'est que même les intellectuels ne comprennent pas encore les enjeux de cette guerre que nous connaissons. Malheureusement, ils continuent avec leur jeu d'antan là. Il faut que je profite de cette situation pour me retrouver au pouvoir. Mais est-ce que la voie n'est pas ouverte justement dans ce schéma-là, lorsqu'on voit cette mission de la Croix qui est en train de circuler avec les audiences? Est-ce que ce n'est pas déjà des signaux qui montrent que dans un avenir proche, les dialogues à la congolaise, c'est un code. Ce n'est pas le dialogue comme vous et moi on le lit dans les dictionnaires. C'est autre chose. C'est autre chose. Quand quelqu'un crie dialogue, c'est un code. C'est codé. C'est arrivé à être intégré dans les institutions. C'est être. Mais avec ça, nous ne finirons jamais avec la guerre. Parce que même si on va au dialogue avec l'honorable Kassekwa et Fayoulou, il y a un camp qui va dire nous on n'est pas concernés. Ça veut dire que même cette mobilisation populaire, nous ne l'atteindrons jamais. Madame. Monsieur Kassekwa, est-ce que ce n'est pas déjà les tentatives de nous continuons à dire qu'il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette guerre? De quoi s'agit-il? Et si demain, nous nous retrouvons dans une situation identique à 98 où on remet l'ordre constitutionnel issu de Sun City en cause par de nouveaux verrous qui peuvent sauter. Et puis nous nous disons, de l'autre côté, la frustration née du hold-up de 2019, de 2023, et la fraude qui se planifie parce que l'Union sacrée ayant pris le pouvoir par la fraude en 2019 et 2023 ne va pas s'empêcher de planifier la fraude. Et donc, les années qui viennent, 2025, 26, 27, seront à nouveau des années tendues autour du contrôle de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de la désignation du dauphin à l'intérieur de leur camp. Pendant ce temps-là, si rien n'est fait pour que tous les territoires occupés soient libérés, même Rutshuru Masisi risque d'être privé même de l'arrondissement. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, les Ouazalendo parlez du moment où vous savez que même les Ouazalendo, les pauvres qui se mobilisent, mais si des politiques publiques vraies ne sont pas élaborées, qu'on se dise la vérité autour de la conduite de la guerre, qui est devenue une mafia. L'état de siège, à 3 mois de bloc, 74 millions de dollars, 68 millions bouffés ici, sur le terrain. Et les pauvres Ouazalendo, nos pauvres militaires, manquent de tout. Et pour ça, il faut les dialogues. Nous devons nous dire les choses. Pour ça, il faut les dialogues. Vous distrayez le peuple que vous faites la guerre. Vous décrétez un cessez-le-feu depuis juillet 2022. Parce qu'il y a l'armée ne sera pas sur votre ordre. Nous devons vous sacrifier. En réalité, l'union sacrée doit être traduite en justice pour haute trahison. Comment faire alors que le FCC... L'union sacrée travaille pour une cession voilée du territoire national. Comment comprendre que d'un côté, les forces politiques sont muselées, pas de contrôle citoyen, pas de contrôle des députés provinciaux, mais en même temps, état de siège, armée sous cessez-le-feu pendant 3 ans. Donc, il y a des choses que nous devons nous dire entre nous, et lorsque la vérité est connue, nous nous refaisons confiance, alors on peut mener un front commun. Dans le cas contraire, nous continuons à croire que ceux qui complotent à la balkanisation sont d'abord à la tête des institutions ici. Et on ne sait pas faire un front commun tant qu'on ne se dit pas la vérité, tant qu'on ne se réconcilie pas. Commencez par faire union commune au sein de l'opposition. Le FCC ne veut pas... Déjà, le débat est en interne. Nous disons, tous ceux-là qui voudraient soutenir Nanga, nous disons pour nous, nous ne voudrions pas voir un Bizimungu bis à la tête de la RTC. Nous l'avons vu sous la FTL. Le Rwanda place un Bizimungu à la tête et James Kabarebe, chef d'état-major. Donc, ceux qui parlent, nous sommes d'accord. Le pouvoir à place doit être l'objet de réformes profondes parce qu'il est dangereux. Mais en même temps, nous ne pouvons pas penser que c'est par le Rwanda qui va amener Bizimungu bis ici. Que ce Bizimungu s'appelle Corneille Nanga. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Un seul mot. Nous ne sommes pas en un seul mot.
Madame, les dialogues demandés par Fayulu, ou dialogues soi-disant que Chadari et consorts attendent des Nanga, tous nous disons non. Aujourd'hui, le pouvoir public doit s'affirmer. 1. Prendre les choses en main pour nous unir autour de la bonne gouvernance. Je ne suis pas d'accord avec les détournements qui s'observent. Et parce qu'il y a détournement, on ne peut pas appeler les dialogues quand même, soyons sérieux. Le pouvoir public doit exercer son pouvoir régalien. Le président de la République doit affirmer effectivement qu'il est président de la République, parce que voici les éléments qui vont mettre les Congolais ensemble. La bonne gouvernance. Pas les dialogues, on en a connu. La bonne gouvernance. Des résolutions du dialogue. Et on va se terminer. Et les résultats aujourd'hui? Ici, je dis grand merci à M. Christian Choukourou. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC et également M. Jean-Baptiste Kassekwa. Vous êtes justement cadre de la MOCA et vice-président du parti SID. Également M. Emmanuel Mondi, député provincial. Cadre du Panadi. Cadre du Panadi. Merci à vous et surtout merci à vous et même les téléspectateurs dans l'espoir que la paix et la sécurité vont revenir ici en République démocratique du Congo, plus dans la partie est de la RDC. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Télé 50.